Alors nous sommes aujourd'hui, une froide journée de janvier, mai de janvier 1676. Le roi règne depuis 15 ans. Il a pris le pouvoir à la mort de Mazarin en 1661. Il a 38 ans. Il atteint une quarantaine brillante. Il ne danse plus depuis quelques années. Il a déjà abandonné, donc, quelques faits de sa jeunesse. Et à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il n'habite pas encore Versailles, ne pas s'y tromper, nous ne sommes pas à Versailles. À Saint-Germain-en-Laye, on va créer une œuvre, livret de Quinault, musique de Lully. Grand succès, grand triomphe. Le roi va demander qu'on la reprenne à la cour, très souvent, et puis au théâtre, à la ville. On va la donner jusqu'à la mort de Lully, en fait. La reprendre aussi dans des versions qui sont pas toujours très authentiques. Et puis, 2 siècles de silence s'étendent sur Athis. Jusqu'à ce que une rencontre ait lieu sous l'égide du directeur de l'opéra d'alors, qui s'appelle Massimo Boccianchino. C'est dire qu'il est florentin, comme lui, qui vient de nommer un jeune directeur de l'Opéra Comique qui s'appelle Thierry Fouquet. Massimo Boccianchino et Thierry Fouquet décident de fêter le tricentenaire de la mort de Lully. Et ils s'adressent à qui? À William Christie, à Jean-Marie Villégier, première métamorphose d'Athis, une rencontre. C'était assez étonnant de recevoir un coup de téléphone de son secrétariat en demandant que je prenne contact avec l'Opéra de Paris pour un beau projet. Et en arrivant chez lui, j'ai rencontré Massimo Boccianchino, mais également le directeur à l'époque de l'Opéra Comique, Thierry Fouquet. Et Massimo m'a dit, écoutez, c'est une question de fierté et pour la France et pour moi comme Italien, puisque nous allons fêter un anniversaire important de la mort de Giovanni Battista Lully, alias Jean-Baptiste Lully. Et voilà, c'était le début, le tout début. Ensuite, il m'a confié, il m'a mis dans les mains très compétentes de Thierry Fouquet. C'est Thierry qui m'a donné une shortlist, comme on dit en anglais, de quelques noms, de quelques metteurs en scène. J'ai tout de suite écarté 2, car j'avais déjà eu des relations professionnelles avec 2 des 4. Et puis, c'est lui qui m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un de formidable qui s'appelle Jean-Marie Villégier, un agrégé, un homme érudit, mais un homme vraiment du théâtre aussi. Et il ferait merveille. Nous sommes rencontrés, Chrissy et moi, en Avignon, à l'occasion d'un festival d'Avignon qui devait être celui de 85, je pense. Et à partir de là, puisque nous avions carte blanche, il s'est agi de choisir parmi la douzaine d'œuvres que Lully et Quinault ont signées ensemble, quelle serait la nôtre. On a parlé. On a parlé de ce que nous avons lu, lui, le livret, évidemment, mais également la musique. Et je me suis rendu compte que j'étais en présence de quelqu'un de formidable. L'hésitation s'est produite entre trois titres, je crois. Je ne sais plus exactement lesquels. Je sais que Thésée figurait dans le lot. Peut-être Armide, peut-être Bellérophon, je ne sais plus exactement. Et je n'avais pour possibilité, n'ayant pas les compétences nécessaires à évaluer la musique, que de lire l'ensemble des livrets de Quinault. Et très vite, j'ai pensé qu'Athis était, enfin en tout cas, ce qui moi m'intéressait le plus. J'avais la possibilité, entre le rendez-vous à Paris avec Fouquet et Boccianchino et cette rencontre
pendant l'été, de travailler avec ma classe au conservatoire. Cette classe qui était merveilleuse, puisque je pouvais utiliser les jeunes élèves comme cobayes, c'était vraiment un véritable laboratoire. Et là, nous avons déchiffré plusieurs choses de Lully. Et j'étais très frappé par la qualité d'Atis et Thésée, aussi, Bellérophon, mais c'était Atis en tête de liste. Fabuleux. La musique d'une grande cohérence et une vitalité et aussi une énergie, un rythme, n'est-ce pas, inexorable, qui amène le spectateur, l'auditeur, vers cette fin bouleversante, n'est-ce pas, de cette célébration à la fois grandiose et tragique en même temps. Pas un moment perdu, pas une minute, n'est-ce pas, de superflu, qui était peut-être moins le cas dans Thésée et Bellérophon. Voilà, donc... et je ne pouvais... Oui, il faut que j'ajoute que j'avais proposé à Thierry Fouquet Armide aussi. Mais c'était pas très recommandable comme œuvre, puisque un collègue avait fait une production d'Armide ici à Paris, et un enregistrement. Et l'opéra voulait quelque chose d'une grande fraîcheur. Voilà. L'une des raisons qui m'avait convaincu de l'intérêt d'Atis, c'était son extrême ressemblance avec une tragédie racinienne. Si on pense d'ailleurs au moment où Quinault compose cet ouvrage, qui est, si je ne m'abuse, le 3e ou le 4e de sa collaboration avec Lully, on s'aperçoit qu'on est dans un moment incroyablement important et incroyablement riche, non pas seulement de l'opéra, mais du théâtre français. Molière est mort depuis 3 ans. Racine vient d'écrire Iphigénie et n'a pas encore écrit Phèdre. Corneille vient d'écrire sa dernière tragédie sur Héna. 1 ou 2 ans avant de mourir, Molière a collaboré avec Corneille, avec Quinault, avec Lully, pour sa Psyché, qui est quand même un moment lui aussi fondateur. Donc il y a là comme un voisinage de l'histoire du théâtre et de l'histoire du genre lyrique qui m'a paru tout à fait passionnant. La magie de Villégier sur scène, c'est ce qui m'a le plus frappé à l'époque, parce que, sans faire une reconstitution historique, il arrivait à restituer d'abord la dimension tragique de l'opéra, sa noblesse extraordinaire, c'était une époque où on regardait, on écoutait ces ouvrages dans un esprit de curiosité. On ne pensait pas véritablement qu'ils pouvaient nous parler, justement parce que ça faisait allusion à des choses obscures, avec des prologues interminables. Lully n'était pas quand même considéré comme le plus grand des musiciens français, loin de là. C'était quand même une époque où on pensait plutôt que Rameau avait du génie, mais Lully, guère. Il y avait des Lully donnés dans le passé, très revus et corrigés, comme on faisait à l'époque. Je parle de cette époque où il y avait quand même une certaine curiosité de la part d'un public parisien et des directeurs des salles. Vers 1900, avant la Première Guerre, comme c'était le cas aussi pour Rameau. Mais rien de cette envergure, et rien qui pouvait vraiment, n'est-ce pas, se vanter d'être plus ou moins fidèle à une partition et tous les ingrédients, c'est-à-dire la participation des danseurs, la participation des figurants, des musiciens sur scène qui jouaient en même temps que les chanteurs de chœur chantaient.
Non, c'était vraiment, je crois, la toute première fois où on a pu peut-être dire, voilà, nous présentons une tragédie lyrique dans sa splendeur. Alors, on sent c'est-à-dire on sent extraordinairement dans la mise en scène de Villéger sa culture classique, n'est-ce pas? Il ne reconstitue rien, mais il recrée l'ambiance de la tragédie, alors unité de lieu, unité de temps, ce qui n'est d'ailleurs pas, les spécialistes de l'opéra français ont très bien rappelé, ce qui n'est d'ailleurs pas, ça ne s'applique pas à l'opéra, lui, la triple unité, n'est-ce pas? Mais Villéger fait une dramaturgie tout imprégnée des traditions de la grande tragédie classique parlée. Parmi les meilleurs moments dans les répétitions qui ont commencé fin 86 et qui ont continué jusqu'à l'avant-première, si j'ose dire, à Prato, près de Florence, en Italie, les meilleurs moments étaient très souvent les moments où Jean-Marie déclamait le texte. Et puisque c'est un homme avec une oreille très musicale, il pouvait effectivement suivre le rythme de Lully, il pouvait suivre aussi la courbe mélodique que Lully avait effectivement donnée au chanteur. Et c'était absolument bouleversant, inoubliable. Le travail de William Christie porte là-dessus, portait sur cette question dès avant Atis, à savoir la clarté d'énonciation. Et combien de fois l'ai-je entendu demander aux chanteurs de chanter moins et de dire plus. Je dois ça, cette fascination avec la bonne diction, à l'un de mes profs, un grand maître, Ralph Kirkpatrick, à Yale, aux États-Unis. J'ai fait ma thèse sur, en effet, c'est une traduction d'un traité de chant de la fin du XVIIe siècle. Et Ralph disait toujours, si vous voulez vraiment comprendre la musique des Couperins ou Rameau, la musique pour clavecin, la musique pour la musique instrumentale, il faut avoir une connaissance de la déclamation française, la syntaxe. Et il disait que tout est là afin justement de mettre en relief et en importance un texte, même s'il n'y a pas de texte, dans le cas de musique instrumentale. Et le travail que nous avons commencé avec les Arts florissants en 79 était vraiment un travail dans ce sens-là. Et non seulement pour le français, mais pour l'italien aussi. On était très aidés à l'époque par un petit noyau, une petite poignée de spécialistes français et étrangers qui avaient des notions, effectivement, de la bonne déclamation et de la rhétorique. Mot important. Il y avait également, à cette époque-là, les gens qui commençaient à travailler cet art gestuel, enfin, qui est aussi lié avec le verbe. Et donc, pendant presque 10 ans, de 79 à 87, il y avait cette fascination et ce travail qui n'a jamais... qui était très continu, c'est-à-dire avec les petites cantates, les petites pastorales de Charpentier, où on essayait effectivement d'obéir à ce que demandaient les anciens, c'est-à-dire une parfaite compréhension, et aussi lié avec cette idée que c'est la langue elle-même qui a la musique. Et c'est ça le point de départ. Et que le chant français... et surtout ce chant du récitatif de chez Lully est tout simplement une façon assez géniale de noter une déclamation qu'on aurait pu entendre dans le grand théâtre classique français. Et ça marchait. Et en effet, c'est ça qui a bouleversé les gens. Et non seulement, curieusement, les Français, les Parisiens, mais quand nous avons amené cette production à New York, j'avais des gens qui étaient émerveillés, effectivement, par
cet aspect linguistique de la chose. Il y a des souvenirs absolument magnifiques du début de la conception d'Atis, et ça, c'est bien avant les répétitions, c'est-à-dire que c'est vraiment, je crois que c'est le printemps, carrément 86, où on travaillait soit chez Jean-Marie, soit surtout beaucoup chez Patrice Cochetier, chez Francine aussi. Dans le studio de Francine, on a entendu les premiers enregistrements d'Atis, donnés par les élèves du conservatoire de William Christie. On a surtout énormément fait de séances ensemble. J'ai eu la chance que Francine me demande très très vite d'être son assistante et que du coup j'assiste à tout ce travail de préparation. Et ça a été vraiment des moments inoubliables de complicité autour de Jean-Marie, de recherche vraiment de la direction que Jean-Marie voulait prendre. Et Francine avait une façon d'être au service continuellement de ses propositions. Elle avait beaucoup travaillé avec Catherine Kinsler sur la dramaturgie d'Atis, sur notamment l'énorme questionnement qu'elle avait sur l'acte 5 et les chorybandes de l'acte 5. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi ils étaient comme ça? Pourquoi cette musique était comme ça à ce moment-là? Il y avait ça, mais il y avait surtout une disponibilité de sa part à toutes les propositions de Jean-Marie Villégier. Et dès que Jean-Marie orientait un jour une séance de travail dans une direction, on partait tous dans sa direction avec lui, à la recherche de la façon dont justement la danse allait prendre sa place, le costume pouvait jouer, etc. Jusqu'au moment où vraiment le choix s'est arrêté finalement dans toute la conception de Jean-Marie autour de cette gravure très précise des appartements du roi. Ce qui m'a frappé très vite à la lecture donc, du livret, parce qu'en principe, malgré tous ces personnages, Atis en premier, et Sangaride, et le fleuve Sangar, et tout ça, sont des personnages de pastoral. Des bergers, le beau berger. Et en fait, ces personnages de pastoral ont de la vie, de la société et du monde, une vision très peu bergère. En fait, d'une part, leur vision du monde est extrêmement hiérarchisée. D'autre part, il n'est question finalement dans cette œuvre que de cour, que de la vie de cour. Une vie de cour tournée vers le culte, la religion, enfin le rituel entourant Cybèle, une vie de cour autour du roi Sélénus, et même une vie de cour dans le monde des rêves, puisque Cybèle dit « fait venir le sommeil », que lui-même en ce jour prenne soin ici de conduire les songes qui lui font la cour. On ne peut penser qu'en termes de cour. Bon, c'était une chose très très frappante, et c'est peut-être cela qui m'a envoyé vers une lecture qui à l'époque m'a énormément nourri, celle des Mémoires de Saint-Simon. Je ne vous dirai pas que j'ai absorbé l'ensemble des mémoires à l'époque. J'en suis encore à toujours recommencer cette lecture. Je l'ai recommencé pour cette reprise, ou recréation, comme on dit. Mais ça m'a beaucoup nourri, puisque malgré tout, on le voit bien, enfin, ce que Saint-Simon m'a permis ce à quoi Saint-Simon m'a permis de rêver, c'est d'une part, cette morale de la soumission qui est constamment affirmée, réaffirmée, hein, en présence de Cybèle, en présence de Sélénus, on n'a qu'à se soumettre. Et tout ce qui n'est pas soumission, même une passion amoureuse, est coupable. Donc ça, et puis cette pratique du secret. Aimons en secret, aimons-nous, aimons plus que jamais en dépit des jaloux. Donc, comme un monde où chacun épie le faux pas de l'autre, et où la question de savoir où on en est dans les faveurs, soit de la déesse, soit du roi, est la question suprême. Bon, c'est une question qu'on trouve constamment dans Saint-Simon, et avec une quantité incroyable d'anecdotes délicieuses. Voilà. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé, et donc ça m'a aidé à me dire, on va pas les mettre en berger. Bon, on va pas jouer le jeu de la pastorale.
Ce dont il s'agit, c'est clair, c'est d'une cour qui ressemble fort à celle de Louis XIV. Et par ailleurs, il s'agit d'une cour en deuil. Enfin, c'est le parti pris qui a été le nôtre avec Patrice Cauchier. Tout simplement parce que, malgré tout, je crois que Quinault songe à la tragédie grecque. Il s'en fait une idée peut-être très approximative, mais il songe à la tragédie grecque comme rituel ou comme semi-rituel de purgation des passions. En tout cas, s'il est quelqu'un qui, dans la pièce, manifeste sa volonté d'une certaine forme quasi ritualisée de représentation, c'est bien Cybèle, puisqu'elle fait dire à Melpomène, dans le prologue, la puissante Cybèle, pour honorer Attis, qu'elle a privé du jour, veut que je renouvelle, Melpomène, muse de la tragédie, veut que je renouvelle en cette illustre cour le souvenir de son amour. C'est un cas tout à fait singulier, la présence au sein du prologue d'une allusion, et de plus qu'une allusion, à ce que va être au sujet de la tragédie et à la tragédie comme perpétuel recommencement du souvenir. Donc ça, oui, ça a été pour moi un déclencheur. D'où cette idée que, d'une certaine façon, dès le début, tout a déjà été joué. Quand Cybèle entre pour la première fois à l'acte 1, elle a déjà en main cette branche de pin qui sera l'emblème du rituel final, de la grande déploration finale. Oui, et après tout, elle est éternelle. Donc, elle est dans l'éternel recommencement de tout. Il est chaud, autour de oui, si tu veux, nous on avait la petite chose, le petit pavelet, qui est juste comme ça. L'articulation là, elle servait qu'à un moment, c'est quand il est à genoux pour le mariage. Alors là, il était à genoux comme ça. Donc c'était le seul moment où j'avais cette plaque qui était mobile. Ouais. C'est avec Patrice Cauchier que la chose s'est concrétisée. Il a fait un magnifique travail à partir d'une documentation qui était le point de départ. C'était les appartements, les fameuses gravures des grands appartements. Mais là-dessus, Patrice Cauchier a opéré magistralement une série de variations, on pourrait dire, passionnantes. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ces grands appartements tels qu'ils sont là, après tout, on ne sait rien sur ce qu'étaient les couleurs de ces costumes, qui étaient certainement pas en noir et blanc. C'est parti au départ de documents qu'on avait, qui étaient des gravures, donc la gravure c'est noir et blanc, et c'était des gravures de Trouvin, qui était un graveur du XVIIe, et qui a fait toute une série de gravures sur les appartements du roi. Donc il y a le jeu chez Madame, il y a le concert, et le noir et blanc de la gravure a inspiré l'idée d'un spectacle en noir et blanc chez Villégier. Et comme il a travaillé aussi beaucoup sur les mémoires de Saint-Simon, et qui disait que dans les années 80, c'est-à-dire sur la vieillesse du roi, la couleur se raréfie parce que la cour est en deuil pratiquement tout le temps. Donc la cour est en deuil parce que Monsieur Frère du Roi vient de mourir, parce que Madame de Machin est morte aussi. Et à la fin du règne, on se trouvait pratiquement avec une cour noire, grise, enfin la couleur avait disparu. Et que les scènes, des songes agréables étaient ces
ces ors, ces argents. Les formes sont plus nouvelles dans la mesure où c'est la mode de 1660, 1640, 1660, et c'était la jeunesse du roi. L'idée de deuil était là. J'avais réuni, d'ailleurs, je me souviens, une documentation assez copieuse, parce qu'on a plein de gravures là-dessus, sur les pompes funèbres. Et au départ, j'étais vraiment dans les pompes funèbres telles qu'elles sont reproduites par ces gravures, avec des statues, et beaucoup d'ornements. Et en fin de compte, ces images nous ont aidés, Patrice et moi, à réduire la pompe et à rester funèbre. Mais bizarrement, d'avoir une gravure, et non pas une peinture, une photo de cette gravure avec sa brillance, nous a aidé à penser le spectacle en noir, blanc, gris, argent, et donc à donner une consistance, une réalité matérielle à ce deuil collectif que porte la cour. Eh bien, Patrice Costier, il est en train en ce moment, peut-être même aujourd'hui, dans ces murs, au-dessus de cette salle, de travailler à restituer, à reconstituer cet ensemble de je ne sais pas combien, mais plus de 100 costumes en tout cas. Ça sera Sangaride, c'est-à-dire l'héroïne de l'histoire, et qui est donc censée être une nymphe. Le 17e, c'est elle qui va épouser le roi pour lequel je fais l'armure. Ça a été le coup de bol, parce que ce tissu-là n'existait plus. Et parce que bon, c'est un tissu cher, qui est gaufré, pure soie. Et cette couleur-là, cette nuance-là, n'existait plus. Et on a eu la chance. Monsieur Valder à Lyon m'a dit, mais je peux vous le faire retisser. Donc, on a une Sangaride, la Sangaride de la création. Oui, elle est pendue là-bas. C'est celle d'époque. Et bon, ce qui m'intéressait, c'est de retrouver cette nuance dans les reflets, à la fois de beige, de vert, et qui fait que c'est pas un gris bête. Et alors tous les tissus qu'on proposait, parce qu'il y en a d'autres dans la gamme, mais c'était ou plus beige ou plus verdâtre. C'est cette nuance-là que je voulais, que j'avais dans l'œil. Tout le travail acte par acte, c'était vraiment une complicité à partir des choses établies par Jean-Marie. C'était la complicité qui fonctionnait à toute vitesse entre Patrice Costier et Francine. C'est-à-dire que moi, j'ai même, puisqu'on a commencé à faire les chorégraphies avec Francine dans le studio qu'elle avait à Paris, et puis à Oléron, dans sa petite maison, entre les bains de mer et le vin blanc et les huîtres. Et on travaillait quand même énormément toutes les deux, toute la journée. Mais je me souviens, par exemple, avoir attendu de prendre un train pour avoir les maquettes, les 11 maquettes de l'acte 4, des 11 costumes des danseurs, pour pouvoir les amener à Francine à Oléron, et à partir de là, pouvoir décider ensemble, du coup, comment on les distribuait et comment on allait organiser toutes les chorégraphies de l'acte 4. Ça a vraiment été... je pense par contre que la décision, par exemple, des petits zéphyrs, on avait déjà opté avec Francine pour cette chorégraphie très en diagonale, utilisant vraiment une moitié de plateau très déterminée. Et c'est à partir de cette proposition-là, me semble-t-il, si ma mémoire est exacte, que Patrice a rebondi sur cette idée de transformer ces deux petites danseuses qui étaient dans la compagnie en petits pages et pas en zéphyrs.
des Fontanges. C'est ces coiffures donc qu'on appelait aussi en palissade. Voilà, qui sont une sorte de camembert avec la palissade qui sont des documentations. C'est la deuxième moitié du 7e et ça a été soi-disant inventé, enfin, comme toutes les histoires de l'époque. On ne sait pas quel est le fond exact de vérité. Enfin, on dit que Madame de la Vallière, partant à la chasse et ayant sa coiffure complètement dérangée par le vent, aurait pris sa jarretière, aurait ramassé tous ses cheveux en même temps, ramené ses boucles en avant, et la jarretière lui avait servi. Et alors, comme les jarretières, c'était très orné et tout, on dit, oh, c'est très joli. Et puis après, bon, les motistes se sont dit, oh, peut-être qu'on pourrait faire comme ci, comme ça, mais la mode était lancée. Par exemple, sur les Fontanges, il y a une coiffure qui était d'époque, qu'on a appelée la commode, et qui était un bonnet comme ça, mais il y a des faux cheveux qui sont cousus à l'intérieur, et comme ça, on sort du lit, on sonne à la porte, vous mettez ça, et vous avez l'air coiffé, hein, et pas du tout, c'est la moitié de faux, et ça s'appelait une commode, parce que c'était pratique. Et Saint-Simon raconte que à la table du roi, Madame de Machin s'est penchée pour jouer et sa fontange a commencé à flamber. Et alors un seigneur a attrapé sa fontange, la lui a arrachée parce qu'elle était en train de flamber, elle s'en rendait même pas compte. Et elle a cru qu'on voulait, j'aime beaucoup le texte, qu'on voulait lui faire une avanie. Donc elle a pris un œuf, elle l'a jeté sur la tête du monsieur qui n'en fit qu'en rire, dit Saint-Simon. Et on a eu le bonheur de voir les têtes pelées et chenues de Madame Machin avant que la femme de Louis XIV, Marie, lui prête une commode et qu'elle a pu reprendre son rang et pas sa beauté, mais sa dignité au jeu, grâce à cette commode. Donc. Nous avons choisi, Carlo Tomasi, décorateur et moi, l'idée du décor unique. Mais ce n'est pas venu tout d'un coup. Tomasi s'est inspiré de ce document-là, de ce petite image que je lui avais remis. Il a changé beaucoup de choses, mais surtout par les couleurs qu'il a données au mur, par cette idée de marbre formant des sortes de... j'allais dire, comment on appelle ça? Vous savez, les taches d'encre, là, les tests en forme de taches d'encre. C'est ça. Eh bien, ça appelle l'imaginaire, quoi. Ça appelle à des associations d'idées. On ne sait peut-être pas trop lesquelles, mais quand même, ça appelle. Et ça, évidemment, ce n'est pas dans le document initial. Oui, parce que dans le livret d'opéra, 6 décors sont mentionnés, puisqu'il y a 5 actes et un prologue. Bien sûr. Je vais raconter une petite histoire qui m'amuse. Qu'ayant monté quelques années plus tard, après notre spectacle, ayant monté quelques années plus tard une tragicomédie de Quinault qui s'appelle Le fantôme amoureux, qui est inspiré de Calderon, j'ai acheté une thèse volumineuse d'un certain Étienne Gros, professeur à la faculté d'Aix, paru en 1926. C'est un pavé, La vie et l'œuvre de Quinault. Je ne l'avais pas lu au moment d'Atis. Et je crois même que quand j'ai monté Le fantôme amoureux, je n'avais pas lu les chapitres concernant la partie lyrique de l'œuvre de Quinault. Et puis il en vient à Atis et il dit: on pourrait même songer à monter l'œuvre dans un décor unique. 26. Ce qui prouve qu'il y a une sorte d'évidence à laquelle je me suis rangé. J'ai songé au décor unique, mais j'ai longtemps pensé qu'il fallait que ce décor, je ne savais pas bien comment, soit traversé
brisés par des objets non identifiés venant d'un autre monde, pour l'arrivée de Cybèle, par exemple, pour la Décéra. Et en fin de compte, c'est tout à fait en fin de travail, en fin de réflexion, que nous avons choisi de nous référer à ce fameux mobilier d'argent, dont il ne reste rien, puisqu'il a été fondu pour les besoins de financement de la guerre, au moment où ça allait moins bien pour Louis XIV, à ce fameux mobilier d'argent comme à une sorte d'outillage magique qui permettrait de symboliser ce qui, dans le livret, est malgré tout machine. L'autre chose, c'est que de toutes ces tragédies, c'est celle dans lesquelles les machines sont le plus réduites, dont la fonction est la plus réduite, celle aussi la plus unie du point de vue de l'action, avec peu d'épisodes divergents, mis à part peut-être à l'acte 4, sans véritable incursion vers la comédie, ce qui par contre arrive très souvent dans les autres tragédies lyriques. Et puis aussi, c'est l'œuvre où il y a, prologue mis à part, où il y a un seul personnage divin, qui est Cybèle. Et encore, ce personnage divin a-t-il des sentiments et des passions très humains? Et là, nous avons une musique qui est très psychologique, qui est étonnamment psychologique, peut-être. C'est quand même juste la 4e tragédie en musique de Lully et Quinault. Et ils sont déjà parvenus au but que se fixera à nouveau Gluck à la fin du XVIIIe siècle, qui est d'être avant tout expressif et dramatique. C'est rare dans l'histoire occidentale de la musique, ou de la musique lyrique, ou de la musique du théâtre, d'avoir cet équilibre presque parfait entre parole et musique. Ça arrive chez certains Italiens au début du XVIIe, mais pas pour longtemps. Il y avait ce moment de grâce en France aussi, de très courte durée. On était aussi très, très étonnés par la qualité des divertissements qui étaient intégrés intelligemment dans l'action et dans la tragédie, qui n'est pas toujours le cas chez Quinault et Lully. Une parfaite homogénéité. Vous n'avez pas essayé de reconstituer la diction d'époque avec les ouais. C'était évoqué comme problème. Oui. Je crois que nous avons pris une bonne décision de ne pas essayer de présenter cette œuvre dans un français restitué. Non. Vous savez, on peut aller très loin dans une rhétorique qui exige effectivement une œuvre comme cela, peut-être sans passer par cette solution. Peut-être d'ici quelques années, j'aurai d'autres idées, mais je ne regrette pas cette décision d'utiliser une prononciation moderne du français. Je crois que ce qui était plus important, c'était tout simplement de savoir comment rehausser le texte avec ses moyens. Faire entendre. Voilà, c'est ça. Rhétorique, et ça, c'est... Oui, ça, je crois que nous avons très bien réussi. C'est une chose capitale dans le travail que William fait et faisait et a fait sur Atis, quoi, l'importance accordée au texte, à ce que j'appellerais la déclamation. Ça passe par là, parce que cette musique est si étroitement liée à l'expression langagière. Pour vraiment bien défendre une tragédie lyrique, c'est surtout de connaître très bien, n'est-ce pas, les paroles. Et donc, on a transformé, disons, on a pris le livret et nous avons fait des lectures. On était très étonnés par l'énergie des paroles et la vitesse de l'action. C'est extraordinaire. Et une sorte d'accélération aussi, n'est-ce pas, jusqu'au 4e acte. Et ensuite, cette extraordinaire fin du 4e, et puis le désastre de la fin. Lorsque vous l'avez abordé pour la production, est-ce qu'il fallait reconstituer la partition comme... Oui.
à l'époque, bon, il y avait deux solutions. Ce qui concerne effectivement le travail, comme ça on faisait, soit de procurer un microfilm et de le faire développer, n'est-ce pas, ou d'aller consulter l'original. Bon, l'original se trouve à la VN. Je me souviens que quand je voulais effectivement faire reproduire effectivement l'édition imprimée de Ballard, on m'a donné un délai fait de 7 ou 8 mois. Alors, très bien. Alors, ce que j'ai fait, je dis ça pas fièrement, mais c'est quand même amusant puisque je suis américain. J'ai téléphoné à un ami qui travaille au Library of Congress à Washington et j'ai eu le facsimilé, je crois, 3 semaines après. Nous avons beaucoup de chance avec Atis, puisqu'il y a une édition posthume, mais qui était publiée très peu de temps après la mort de Lully, et qui est vraiment très, très, très bien fait. Qui comporte non seulement les parties disons, les parties de remplissage, n'est-ce pas, pour haute contre taille 4, mais qui comporte également les indications très précieuses d'orchestration. C'est-à-dire, nous savons où jouent les flûtes, où jouent les hautbois. Bon, évidemment, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais là, la partition était vraiment une véritable mine d'or pour nous. Voilà. Donc tu as pu reconstituer l'orchestre de Lully pour la fosse de la salle Favart? Oui, c'est évident, fait que, comme c'est le cas avec toute la musique de cette époque-là, c'est une partition incomplète. La basse continue de ne pas réaliser. Il y a encore quand même quelques questions et quelques problèmes à résoudre concernant l'orchestration, enfin le choix d'instruments pour le continuo. Mais ça c'est un cadeau, puisque voilà, la partition arrive à être vraiment complète au moment de l'exécution. Ça, c'est merveilleux, ça. Et ça crée effectivement cette spontanéité qui est absolument nécessaire pour une œuvre comme Matisse. Mais à la cour de Louis XIV, on danse beaucoup. Et oui. Et qui va danser pour Matisse? Francine Lancelot. Oui, absolument. Alors ça, c'est aussi à Thierry Fouquet que je dois de l'avoir rencontré. Ça, c'était un choix avec lequel, évidemment, William était d'accord. Notre tristesse aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit plus là pour reprendre un spectacle qui lui doit énormément. Une mise en scène d'une mobilité complètement étonnante. Et c'est vrai qu'il avait été entendu dès le début, très rapidement avec Jean-Marie, que Francine et moi, on travaillerait avec certains rôles, notamment du prologue, avec les rôles des chanteurs aussi sur le sommeil, que je ferais un travail avec les chœurs pour permettre de faire que le chœur laisse la place à la danse sans qu'on ait vraiment l'air de dégager les chœurs et de le repousser pour la danse, mais essayer de faire un travail beaucoup plus subtil que ça. Donc il y avait ça. Mais il y avait surtout, moi je me souviens d'être arrivée au Petit Théâtre un jour, où je ne travaillais pas avec les chœurs et où on avait fini de répéter dans la journée, c'était le soir, il y avait encore un service de mise en scène et je me suis rendue au Petit Théâtre pour aller voir un peu ce qui se passait. Et je me souviens de c'était une des scènes de l'acte 1. Je crois que c'était la grande scène de déclaration entre Atis et Sangaride. Et je suis restée médusée par la mobilité du travail de Jean-Marie. Et ça a été quelque chose de tellement fort qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais la danse va prendre sa place toute seule. Ça va devenir évident. Et ça reste de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que quand on voit... Moi, il y a des moments dans la mise en scène de Jean-Marie Villégier qui sont des moments qui, pour moi, sont un summum presque, je dirais, chorégraphique. C'est-à-dire que je pense notamment à certains, au début de l'acte 4, avec Idas et Doris autour de Sangaride, et on les voit bouger, on entend les voix qui se déplacent. D'un seul coup, la musique devient mobile avec le mouvement de la mise en scène. Pour moi,
J'aimerais bien que toutes les chorégraphies soient à cette image-là. En fait, le coup de chapeau, c'en est un, Francine Lancelot, que je voudrais tirer là, parce que, bien sûr, Christophe Galland et moi, Francine Lancelot et Béatrice Massin, avons eu à l'époque un nombre très très important de réunions. Et je dirais qu'on a peut-être un peu imité les méthodes de travail qui étaient celles de Quinault avec Lully. Elle n'a pas fait sa cuisine de son côté, moi la mienne du mien. Elle était très... Alors qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait un travail de recherche considérable, je dirais de quelqu'un qui, en matière de précision archéologique, était inégalable. Il s'agissait aussi de quelqu'un qui avait un souci énorme du théâtre. On a vraiment démarré avec Francine de très très peu de choses, puisque les choses que l'on avait au démarrage, c'était la distribution, puisqu'on a le livret d'origine, mais la distribution était très surprenante, puisqu'en réalité, par exemple, les nymphes du prologue, elles sont 12, mais c'est 12 hommes. C'est pas du tout des femmes. À ce moment-là, les femmes ne dansent pas sur scène. Donc ce sont les hommes qui jouent les rôles de travestis. Le roi, le premier, il peut danser une libellule, il peut danser des tas de rôles féminins, c'est normal. Donc ça, c'était un petit peu difficile à restituer en 1986. Et puis, ça aurait fait exploser le budget. En plus, si on avait dit on veut 12 danseurs, et pas des moindres, parce que c'est des danseurs magnifiques dans la distribution d'origine. Et puis, on avait 2 toutes petites partitions chorégraphiques qui ont été notées en 1712, donc beaucoup plus tard, qui sont sur 2 musiques du prologue, la suite de Flore, la sarabande qui annonce Flore, et puis la gavotte qui est reprise 2 fois. On avait 2 chorégraphies notées en système feuillet. Mais ces chorégraphies sont pour une danseuse, donc ne sont pas les chorégraphies d'origine, sont plutôt des chorégraphies composées a posteriori sur des musiques que l'on connaît, que l'on aime et que tout le monde fredonne. Ce qui est écrit, ça ressemble à des dessins de jardin à la française. C'est absolument splendide. Et ce qui, pour moi, a été le coup de foudre complet de cette danse, ça a été de réaliser que cette notation, c'est en réalité comme si on voyait l'espace de la danse vu d'en haut, vu d'avion ou vu de... C'est-à-dire que la feuille représente la salle de danse, tout en haut est notée la partie de la pochette du maître à danser, puisque le maître à danser accompagne son élève, il est avant tout violoniste et il est danseur ensuite. Donc la pochette, la ligne supérieure de la musique, la pochette est notée, et le déplacement du danseur ou des danseurs est noté sur leur trajet. C'est-à-dire qu'on dessine d'abord leur trajet dans l'espace, et sur ces trajets, on indique une marche très sophistiquée, très compliquée, entre les plier, les élever, les tomber, les glisser, les frotter, etc. Mais en réalité, on marche sur un chemin. Donc, on trace un espace chorégraphique qui correspond à l'espace de la phrase musicale. Ça nous donnait des indications quand même. On en a joué, en tout cas, par rapport à la gavotte. On a fait des petits clins d'œil à la partition qu'on avait lue ensemble, mais c'est à peu près tout. Par contre, on avait avec Francine, et Francine la première naturellement, moi j'étais depuis déjà 3-4 ans à ses côtés à travailler avec elle, mais on avait tout l'énorme corpus des danses de bal surtout et des danses de théâtre publiées entre 1700 et 1712 en système feuillet, en notation donc de cette époque. Et je pense que les chorégraphies, la façon dont on les a travaillées avec Francine, tiennent énormément compte, sont un hommage finalement à ce chorégraphe qui s'appelle Pécourt et pour lequel Francine avait une admiration sans borne. Il y a la partition, qui est une partition imprimée de Ballard, posthume, mais quelques années après la mort du compositeur, qui est étonnant dans la précision et le nombre de détails. Où jouent les hautbois, où vont jouer les flûtes, combien et quels instruments étaient utilisés pour les grands divertissements sur scène et pour le fameux sommeil. Et puis,
vous savez, on n'a pas chômé depuis une trentaine d'années. Les musicologues, les gens comme Jérôme de la Gorce en France, ou Denis Erlin, James Anthony. Donc, ce collège international de spécialistes du grand siècle ont beaucoup travaillé ces problèmes, des détails, effectivement. Combien de gens jouaient à Saint-Germain, ou jouaient, par exemple, à Versailles, ou à l'Académie royale de la musique en 1680 ou 85. Quels étaient les instruments? Est-ce que nous avons les instruments? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on ne peut jamais parler de l'authenticité, mais nous pouvons parler d'abord d'une musique, d'une façon de faire la musique qui est mieux renseignée historiquement qu'auparavant. Je ne peux pas dire que ce que je fais est proche ou loin de ce que faisait Lully, mais je peux dire tout simplement que j'utilise davantage d'ingrédients, et davantage de sources et davantage de conseils, n'est-ce pas, qu'on donnait à l'époque, n'est-ce pas, pour que cette musique ait une saveur, n'est-ce pas, qui est peut-être plus proche de l'original. Les archives, ou plutôt les comptes du Trésor royal qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, dans le fonds Colbert, donc, au département des manuscrits, j'ai retrouvé la mention d'un conte qui précise bien que Louis XIV avait prêté son clavier organo pour la représentation d'Atis en 1676, c'est-à-dire lors des premières représentations. Alors un clavier organo, c'est un instrument qui était un clavier, et évidemment qui était capable d'apporter ces sonorités douces de l'orgue, pour accompagner et caractériser cette scène du sommeil. Donc là, William a eu une idée absolument remarquable. Avant même d'avoir fait la recherche, on a trouvé exactement la bonne instrumentation pour cette scène du sommeil. Vous aimez la version du livre ou la troisième version? Alors le travail que j'ai mené, qu'avait mené en partie André Tessier, mais que j'ai pu compléter, c'est de savoir quels instruments jouaient tous les musiciens. Et il s'agit d'un document tout à fait curieux. C'est un compte du pain, du vin, qui était distribué aux interprètes lors des répétitions du Triomphe de l'amour. Alors le Triomphe de l'amour, ce n'est pas une tragédie en musique, c'est un ballet, mais c'est un grand spectacle dont la musique est également de Lully, qui réclamait, qui a été monté d'abord sur la même scène, c'est-à-dire celle de la salle des ballets du Château Vieux de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, grâce à cette pièce, on a exactement la composition de l'orchestre. Tout le rôle social de la danse est présent et sous-jacent dans la façon dont Lully et Quinault savent tramer les choses entre elles.
Il faut comprendre aussi que la danse est vraiment indissociable du début du règne de Louis XIV. C'est au travers de cette danse essentiellement masculine, du reste, que Louis XIV va rétablir l'image d'un jeune roi crédible. Après les troubles de la Fronde, le ballet du soleil, le ballet de la nuit avec l'entrée du soleil levant est un acte politique vraiment fort où le jeune roi a 15 ans et où il prouve à quel point il peut être un roi crédible rien que au travers de la danse et de sa façon d'être présent sur scène. Donc c'est vraiment, je crois que tout le règne de Louis XIV ne peut pas être dissocié de la danse. Le paraître de la cour va être lié au comportement des corps liés à la pratique de la danse et quotidienne. Et vraiment, on est dans un monde où la danse fait partie du jeu du courtisan, du jeu de la cour et de se paraître. Donc la danse est un élément fondamental de tout spectacle français de cette époque. On ne peut pas, je crois, penser une comédie-ballet de Molière sans penser aussi les divertissements de la danse qui ne sont pas des divertissements et qui sont à prendre très au sérieux. Et on retrouve dans Atis, et on retrouvera dans la tragédie lyrique française, et ça n'est pas pour rien que c'est de la main de Lully, on retrouve cette persistance de la danse et ce rôle fondamental de la partie dansée. Alors dans Atis, en effet, et notamment dans le sommeil, elle est sublimée, puisque c'est vraiment l'essentiel de la danse qui va donner aussi, avec le quatuor de voix d'homme, hein, qui va donner cette qualité incroyable à ce moment suspendu comme ça du sommeil d'Atis. Je pense que l'importance de la danse, elle est aussi très forte quand le sommeil passe au cauchemar et quand on rentre dans les songes funestes. Et on a justement là des qualités de danse voulues par Lully, puisqu'on sait que Lully était même capable de monter sur un plateau pour montrer aux danseurs ce qu'il voulait voir sur sa chorégraphie, sur sa musique. Donc on a vraiment des textures musicales qui incitent à des danses complètement contrastées et opposées. Et ça, je pense que c'est vraiment une force de cette époque. C'est là où cette époque, pour moi, en tant que danseuse puis chorégraphe, est tellement passionnante. C'est qu'on ne peut pas imaginer le dialogue entre les arts sans placer au centre l'art chorégraphique de l'époque. Louis XIV prend une décision tout à fait capitale. Il prend deux décisions pratiquement simultanées. L'une qui a absolument frappé de stupeur tous ses contemporains, il annonce qu'il n'aura plus de Premier ministre. Et pratiquement dans les semaines qui suivent, il crée l'Académie royale de danse, qui est la troisième académie dans l'ordre de création des académies, après l'Académie française qui avait été créée par Richelieu et l'Académie de peinture qui est déjà créée sous le règne de Louis XIV. Et en fait, ces deux décisions sont tout à fait liées. Elles marquent le début de ce que les historiens ont appelé le règne personnel de Louis XIV. Et elles sont toutes les deux des remises en cause de la politique de Mazarin. Bien sûr, la décision de gouverner par lui-même, que célébrera ensuite Lebrun dans les plafonds de Versailles, est une remise en cause de la politique de ses prédécesseurs, et notamment de son père, d'avoir des premiers ministres cardinaux, et de sa mère, qui, en tant que régente, avait pris le cardinal Mazarin. Mais la deuxième est d'une importance finalement pas très comparable, mais elle a le même but. Elle remet en cause la politique des arts de Mazarin, qui avait tenté d'acclimater l'art italien en France, et singulièrement le plus grand des arts italiens, qui est l'opéra, que toute l'Europe de l'époque considère comme appartenant au génie italien par essence, le sommet des arts, puisqu'il réunit la musique, la tragédie, le décor, etc. Et Mazarin avait, dès qu'il avait pu, fait venir des artistes italiens, exclusivement des artistes italiens, pour représenter les grands opéras italiens avec des compositeurs italiens aux Tuileries, hein, notamment les grands opéras de Cavalli,
Il avait même commandé un opéra pour le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse, avec un sujet emblématique, Hercule amoureux, Hercule évidemment figurant le roi de France, puisque dans la titulature de la France de l'époque, il y a l'idée que le roi a comme, comment dirais-je, comme parrain le personnage d'Hercule. Et il avait fait construire à la salle des machines aux Tuileries par un décorateur encore italien, le premier des Vigarani, qui l'a fait venir spécialement. Tout ce personnel était importé à grands frais, avec des salaires mirifiques, des invitations signées de la Régence, depuis Rome et Venise, qui sont les grands centres, les grands foyers de l'opéra italien de l'époque. Et cette politique, dans l'esprit de Mazarin, civilise la France. C'est l'idée que la cour de France doit rayonner sur l'Europe en présentant ce qui se fait de meilleur comme spectacle en Europe. Et ceci, il reprend la politique des cardinaux Barberini, grands cardinaux romains, qui avaient fait de Rome un foyer extraordinaire de mécénat artistique. Et par ailleurs, c'est aussi l'idée, et alors là que Mazarin prend chez Machiavel, que les divertissements permettent d'occuper la cour, les frondeurs, mais aussi le peuple de Paris, et sont un élément de la politique royale, car pendant que le peuple et les grands se divertissent, ils ne songent pas à comploter, à faire la révolution, etc. Alors toute cette politique qui, encore une fois, Mazarin prend chez Machiavel, va avoir un effet tout à fait paradoxal. Il va en fait contribuer à la très mauvaise opinion que Paris, les Parisiens et les Français en général ont du cardinal Mazarin. Parce que tout ça coûte cher, et c'est un des thèmes de la Fronde que de reprocher à Mazarin les dépenses qu'il fait pour l'opéra italien, pour représenter l'opéra italien à court. Et comme c'est une politique du cardinal Mazarin, en outre, les spectacles donnés dans ces circonstances sont des échecs cinglants dont se moquent les grands poètes en disant qu'on s'endort. Dans l'Orfeo de Rossi, on l'appelle plutôt Orphée parce que tout le monde a dormi, etc. Et les Mazarinades feront des dépenses faites sur les artistes italiens un des reproches de gaspillage et aussi de partialité vis-à-vis des favoris qui seront faits à Mazarin, qu'on appelle pour cette raison le roi des Trivelins, Trivelin étant un personnage de la Commedia dell'arte. Louis XIV tire les conséquences politiques de cette crise, contrairement à Mazarin, qui après la Fronde recommence, redonne des opéras italiens, etc., avec de moins en moins de succès. Louis XIV, lui, il a très bien compris que les Français sont italophobes. Ils ont eu trop de reines italiennes, trop de favoris italiens, trop d'art italien. C'est un peuple conquérant, en pleine expansion, très jeune, n'est-ce pas? Et le roi est très jeune aussi. Et il va prendre le contre-pied de ceci en bannissant à la fois les artistes italiens et l'art italien de sa cour. Et pour compenser cela, car il a cet accord avec Mazarin que les divertissements de cour, c'est très important, ça fait partie de la politique. Par contre, il va mettre l'accent sur ce qui est l'art où la France, elle, domine l'Europe, le ballet. D'où la création de l'Académie royale de danse qui réaffirme la suprématie du genre français. La France excelle dans l'art de la danse, elle va y exceller d'ailleurs 3 siècles, et elle y règne comme l'Italie règne sur l'opéra. Donc c'est pourquoi la décision immédiate de Louis XIV, dès la mort de Mazarin, de créer l'Académie royale de danse, est une prise de position très importante, politique, sur ce que doit être une politique artistique du roi de France, donc réaffirmer le grand genre français. Alors il s'agit bien entendu pas du tout du ballet romantique, ou quand on va le reconnaître, mais ce qu'on appelle le grand ballet de cour, qui est représenté d'ailleurs dans cette salle, avec la représentation, cette salle du foyer de l'Opéra Comique, avec la représentation sur un des murs du ballet comique de la reine, qui avait été créé sous une reine Médicis par Balthazar de Beaujoyeux. Il s'agit du ballet de cour, c'est-à-dire d'un grand spectacle avec entrée, musique, chant et danse, qui diffère de l'opéra en ce sens qu'on ne chante pas en musique, la musique est un divertissement, et l'histoire est racontée par le ballet. Donc le centre du spectacle, c'est le ballet. Alors, cette décision, elle est très symbolique.
D'ailleurs, l'Académie est royale, elle est placée sous le patronage du monarque. Elle confère des privilèges aux académiciens, c'est-à-dire aux danseurs qui entrent dans ces académies et qui deviennent danseurs du roi comme on est peintre du roi ou je ne sais pas, officier du roi, c'est une charge. Et l'autre grande caractéristique, c'est que alors que monter sur la scène à l'époque est interdit à la noblesse, et qu'en outre, on est même frappé d'excommunication. Les comédiens, on se le rappelle avec l'exemple de Molière, sont frappés d'excommunication ou susceptibles de l'être. Au contraire, il est permis aux nobles d'être membres de l'Académie royale de danse, car on ne déroge pas en dansant, c'est un art de gentilhomme, affirme Louis XIV dans ses lettres pentantes. Donc on voit là l'affirmation immédiate du roi dans une politique artistique qui est nationaliste et qui se donne comme double ambition, un, de prouver la puissance du monarque par la gloire de ses divertissements, et deux, de tailler des croupières à l'Italie, d'affirmer la France comme la puissance artistique européenne. Et le premier des personnages importants qui joue un rôle dans l'Académie, c'est Lully, qui est un grand baladin, comme l'a dit son premier employeur, Mademoiselle, la cousine du roi, Mademoiselle de Montpensier, et qui est joueur de violon et danseur, ce qui sont les deux techniques que le grand ballet de cour utilise sur la scène. C'est un génie extraordinaire, parce que c'est un Italien. Il a été recruté pour enseigner l'italien à Mademoiselle. Il arrive en pleine italomanie. Il arrive dans une cour qui est dominée par les partisans de l'art italien, à commencer par la régente, Mazarin, Mademoiselle elle-même, qui est très éprise de l'art italien à cette époque. Et il va, avant tout le monde, comprendre que le vrai grand patron qu'il faut avoir, c'est Louis XIV, qui à l'époque est un roi tenu non pas totalement en mépris, comme le fut son père Louis XIII pendant la régence de Marie Médicis, mais un roi dont on soupçonne qu'il n'a pas véritablement de personnalité et qu'il sera toujours dominé par des favoris. Lully comprend avant tout le monde que c'est à ce roi-là qu'il faut attacher sa fortune. Or, n'oublions pas que Louis XIV est considéré comme le plus grand danseur du royaume, et Lully, qui est lui-même un très grand danseur, et encore une fois un joueur de violon, ce qui est indispensable pour faire danser, on fait danser en jouant du violon, Lully va devenir un proche de Louis XIV, d'abord en se consacrant au ballet, art dans lequel le monarque brille, et ensuite en comprenant avant tout le monde son dessein nationaliste et la mission qu'il donne aux artistes qui travaillent pour lui de faire de la France la première puissance artistique européenne. Et il faut saluer son génie, car il arrivait avec tous les handicaps et il va faire la carrière la plus fulgurante parmi les musiciens de son temps, et même une carrière exemplaire à la cour, enfin parmi les courtisans. Il est un très grand courtisan. Donc son premier trait de génie est celui-là. Le deuxième de ces traits de génie va être de comprendre, là avec un peu de retard, mais de rattraper son retard, qu'en réalité le ballet de cour c'est fini, et que la grande décision qu'il faut prendre, ou aider le roi à prendre, c'est de fonder l'opéra français. Que c'est ce genre-là qui plaît, y compris en France, et que donc l'enjeu politique est de trouver la forme française de l'opéra et d'en faire une forme rivale de l'opéra italien. Alors ça, il ne comprend pas tout de suite parce que il a trop engagé de force dans la création des comédies-ballets avec Molière. Et il a trop mis de génie et de talent dans ce genre qui marie le génie de Molière et le génie de la danse pour bien comprendre qu'il y a une autre forme possible, une alternative. Et cette alternative, elle va être trouvée par d'autres, par des musiciens beaucoup moins importants et par des poètes de tout à fait second rang qui, eux, vont proposer une simple démarcation
de l'opéra italien, une simple traduction un peu simpliste de la forme lyrique italienne, avec un ouvrage qu'on appelle la pastorale, et qui les deux auteurs de cet ouvrage sont Perrin, qui est un poète, et Cambert, qui est un musicien, et qui vont proposer cette pastorale qui est en fait un assemblage d'airs de cour coupés de divertissement, mais où, et c'est la grande différence avec le ballet, on raconte l'histoire en chantant. Et cet ouvrage va avoir un succès parisien exceptionnel qui va rivaliser avec les grandes comédies ballets de l'époque, qui va interpeller Lully, qui est un très bon commerçant et qui comprend qu'il y a là la preuve que, contrairement à ce qu'il pensait, la forme lyrique peut trouver un public à Paris. Alors, le problème, c'est que Perrin et Cambert ont ce qu'on appelle un privilège, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu du pouvoir politique, qui contrôle tout les spectacles à l'époque. Ils ont obtenu un privilège, c'est-à-dire le monopole du genre pendant 15 ans. Alors, dans ce cas-là, Lully arrive trop tard. Molière aussi, d'ailleurs, comprend au même moment l'intérêt de cette nouvelle formule. Et ils vont tous les deux intriguer pour voler, il faut bien reconnaître, ce privilège aux inventeurs de la forme. Alors, le premier qui arrive au but, c'est Lully. Il est plus armé que Molière pour la lutte et il va arracher au roi le monopole qui est retiré à son inventeur, lequel a fait de mauvaises affaires, qui a des dettes, qui est d'ailleurs en prison pour dettes. Et donc Lully va le désintéresser les créanciers, sortir l'inventeur de sa prison et obtenir le privilège pour lui seul. Mais comme il connaît bien le pouvoir politique, il obtient une nouvelle académie royale comme la précédente, l'Académie royale de l'opéra, qui va d'ailleurs intégrer l'Académie de danse, devient donc l'Académie royale de danse et de l'opéra, et qui lui donne alors un monopole éternel sur l'ensemble du royaume, transmissible à ses fils et à sa descendance, et qui interdit à tous les autres entrepreneurs de spectacle de pratiquer la forme de l'opéra, c'est-à-dire une histoire racontée en chantant et en musique. Il va même plus loin, puisqu'il obtient même l'interdiction de l'emploi des danseurs et des chanteurs dans les autres formes de spectacle, et ce qui, là, est une attaque contre son ami et complice Molière, avec qui il a fait quand même toutes les comédies ballets du règne, et qui va ne plus avoir la possibilité d'employer des musiciens et en nombre important, ni même des danseurs, dans ses comédies. En fait, l'originalité de l'opéra français, c'est que, et ce qui plaît évidemment à Louis XIV, c'est que, à la différence de l'opéra italien, il utilise le ballet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme syncrétique entre l'invention proprement italienne, qui est de raconter une histoire en musique, et la spécialité française, qui est d'intégrer un ballet. Alors la deuxième chose aussi, c'est que, et ça c'est très important, c'est que la forme proposée par Lully est une tragédie. C'est une proposition qui va tomber absolument à pic, parce que les divertissements du roi, sous Louis XIV, sont étroitement liés au monarque lui-même. De même que quand on crée l'Académie royale de danse, quand Louis XIV crée l'Académie royale de danse, il est jeune et il danse. Et donc cette forme de divertissement est surtout destinée à mettre en valeur le monarque. Et raconte d'ailleurs la vie du monarque, sa politique. C'est une mise en scène pour la cour d'abord, mais par les relations qu'en font les commentateurs autorisés dans les gazettes officielles, dont le journal officiel de l'époque, le Mercure, eh bien, c'est une explication faite au peuple cultivé, mais qu'ensuite sera expliquée, déclinée pour le peuple qui l'est moins, d'abord de la gloire du monarque, c'est une œuvre de propagande, et ensuite de sa politique. Chaque œuvre écrite par Lully et Quinault, en réalité, joue un rôle politique, ont un sujet politique. On a longtemps pensé que la politique
dans l'opéra Louis XIVien n'existe qu'au prologue et à l'épilogue, qui utilisent des allégories, l'allégorie de la guerre, de la paix, qui célèbrent la politique en termes explicites. En réalité, le sujet lui-même, sous une forme plus subtile, plus indirecte, est politique et joue un rôle politique et joue un rôle d'annonce. Il y a par exemple, l'un des grands problèmes de Louis XIV à un certain moment de son règne est de faire admettre que les enfants illégitimes qu'il a eus de Mademoiselle de la Vallière puis de Madame de Montespan puissent prendre rang dans la succession et accéder officiellement à la famille royale. C'est un projet qui heurte profondément toute la tradition politique française. Les bâtards royaux étaient anoblis, mais ne prenaient pas rang dans la succession. Ils commençaient une nouvelle famille. Voilà. Donc c'est un grand changement que veut imposer Louis XIV. Eh bien, il va utiliser les opéras et les amours des dieux, toute l'allégorie gréco-romaine, etc., pour faire passer cette idée chez les courtisans, et des courtisans, elle passe au peuple, par le biais des commentaires qu'en font le Mercure, etc. Et donc, les amours de Jupiter et d'Isis et la déification d'Isis, c'est l'annonce que les bâtards seront élevés deviendront des princes du sang. Quoi qu'en pense M. de Saint-Simon, qui fulmine dans son coin sur le caractère inouï de cette décision. Et ainsi de suite. Les courtisans savent que rien ne se représente à la cour qui n'ait reçu non pas seulement l'autorisation du roi, mais qui n'ait été voulu par le roi. Et ce que c'est la cour, Paris le sait aussi. Alors, ce rôle politique donc, de l'opéra va être l'instrument de puissance de Lully. Alors, c'est ce rôle politique de l'opéra qui explique aussi quelque chose de très important qui change lorsqu'on passe de la comédie-ballet à la tragédie lyrique et qui va sceller le sort de Molière. C'est le fait que, alors que le ballet avait un ton léger, le ton qui convient à l'opéra, c'est uniquement celui de la tragédie. Et cela, on va le vivre très vite, puisque la première tragédie lyrique que Quinault signe avec Lully, Cadmus et Hermione, a encore ce mélange du comique et du tragique qui existe dans l'opéra vénitien, et qui va d'ailleurs déclencher des observations plus ou moins aimables. Et vous avez la deuxième tragédie lyrique, Alceste, qui, elle encore, mélange le tragique et le lyrique. Et cette fois, ce mélange ne va pas du tout être bien reçu et va déclencher ce qu'on appelle le premier acte de la querelle des anciens et des modernes, avec la fronde menée par Racine contre les épisodes comiques rajoutés à la tragédie grecque qui sert d'exemple à Alceste. C'est ce qu'on a appelé la querelle à Alceste. Il y a une réponse acquise immédiatement, c'est celle de Colbert, qui décide que le comique ne convient pas à ce projet politique qu'est l'opéra Louis XIVien, et qui va faire savoir immédiatement à Quinault et Lully que ce mélange est désormais proscrit dans la tragédie lyrique. Donc tout ceci montre que ce que le roi dit des divertissements dans sa lettre au dauphin, où il explique toute la portée politique des divertissements royaux, à la fois pour l'intérieur, puisqu'il montre la magnificence du monarque au peuple, mais il amuse aussi le peuple, il lui évite de penser mal. On ne peut pas le faire travailler tout le temps, explique le peuple, explique Louis XIV à son fils, et il vaut mieux donc organiser son repos. Mais c'est également, évidemment, à destination des grands. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'opéra, le divertissement, et singulièrement l'opéra, a aussi un rôle vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis de l'étranger. Louis XIV explique à son fils que mener une grande politique de divertissement en période de paix atteste de la prospérité du pays, et en période de guerre informe l'ennemi de ce que la France a des réserves, puisqu'elle peut à la fois mener la guerre et payer ses divertissements. Et donc c'est un moyen, de prévention des conflits, car ça informe l'ennemi sur les réserves monétaires de la France. Le roi, interrogé sur ses préférences, a dit qu'il préférait Atys à tout, et on sait qu'il chantait
des airs entiers d'Atis. C'est que le roi était un grand musicien, et il ne faut jamais sous-estimer sa compétence musicale. Je crois que la préférence du roi pour Atis est purement esthétique. Il a perçu, parce qu'en dehors de son utilisation politique des divertissements, il y a aussi un goût du roi qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et il est arrivé d'ailleurs que le goût du roi soit en contradiction avec sa démarche politique. Il n'a jamais fait privilégier son goût sur sa démarche, mais il a toujours tenu compte de ses goûts musicaux dans son comportement privé. Alors, Atis est l'opéra du roi parce que le roi l'a dit. Et donc, mais c'est une pure option esthétique. La machinerie, évidemment, joue un rôle très important dans l'interprétation, dans l'exécution de ces grands opéras qu'étaient les tragédies en musique de Lully. Alors je sais qu'Atis se prive de changements de décor et de machines, mais à l'époque c'était évidemment très important et la collection conservée ici aux Archives nationales est exceptionnelle à cet égard. Nous avons la plus riche collection concernant la machinerie théâtrale du XVIIe siècle, conservée certainement au monde. C'est une collection unique, annotée souvent par Bérin, qui était évidemment le grand décorateur de l'opéra sous le règne de Louis XIV. Et certains des dessins concernent des opéras de Lully. On a un char, par exemple, pour la descente de Mars, accompagné de Bellone pour le prologue de Thésée. Ce dessin représente le char de Mars dans le prologue de Thésée, un opéra donc, qui a été créé en 1675, un an avant Atis. Et dans ce dessin, on voit que Bérin propose deux solutions pour la décoration de la machine, pour les trophées de chaque côté des deux personnages. Vous avez Mars et Bellone ici. Et on voit également que les nuages et les trophées épousent les contours de la machine et dissimule évidemment les montants de cette machine qui permettaient donc à ce dieu de descendre du haut du cintre. Ici, vous avez donc un dessin qui nous montre le char d'Apollon et nous remarquons que le mouvement des chevaux, de l'attelage, rappelle celui du char d'Apollon de Tubi que l'on voit à Versailles. Et ici, à côté de la représentation d'Apollon dans son char, nous avons le schéma de la machine, avec les montants, les différents montants, même ceux qui sont prévus ici donc pour les chevaux, et on s'aperçoit que cette machine devait avoir un mouvement latéral ou transversal, puisque le char traversait la Seine, en haut donc de la Seine, et on prévoit même un éclairage particulièrement important pour mettre en valeur la tête d'Apollon. Peut-être utilisait-on un miroir d'acier, on le sait par les comptes rendus des contemporains. En tout cas, c'était important de mettre en valeur Apollon, puisque, comme vous le savez, Apollon rappelait évidemment la personne du roi. Alors ici, une machine pour un opéra de Lully, c'est la machine qui permet d'enlever, de ravir Renaud et Armide, donc à la fin du premier acte. Cette machine, alors, en voici l'apparence. Elle était peuplée de zéphyrs transformés en démons. Ces zéphyrs sont caractérisés par des ailes de papillon, mais ils ont des ailes pointues des démons. Et cette machine descendait sur la scène. On en voit ici les montants, avec un cabestan qui nous suggère donc le travail qu'il fallait effectuer pour soulever cette machine qui avait une forme un peu de trapèze. Et on voit que donc à cet emplacement, ou plutôt à ces emplacements, pouvaient prendre place de chaque côté de ce zéphyr Renaud et Armide. Ici, nous avons la machine pour la fontaine de vérité d'amour dans Roland de Lully, et on voit que Bérin réutilise un procédé italien qui était très connu,
qui avait été diffusé grâce à un célèbre traité publié par Sabatini au début du XVIIe siècle. Et on voit que pour imiter le mouvement de l'eau, on utilisait un ruban sans fin, argenté évidemment, qui s'enroulait autour de cylindres et avec une petite manivelle. Donc on faisait tourner donc, ce ruban sans fin et l'on donnait l'illusion d'une eau qui coulait sans arrêt donc, pendant le spectacle. Ce dessin représente donc un projet original de Bérin pour Bellérophon de Lully et il a été conçu pour la fameuse chimère que vient combattre le héros de l'opéra, Bellérophon, donc à l'acte 4 de cet opéra. Et donc là, nous avons ce que pouvait voir le public, hein, c'est-à-dire qu'on voit ce monstre qui est composé d'une tête de lion, d'un corps de chèvre et d'une queue de dragon, hein, selon la mythologie de l'époque. Et là, nous avons un machiniste, donc à l'intérieur de la carcasse de ce monstre. Donc là, c'est un peu l'explication de cette machine. Et on voit que ce machiniste porte un casque qui est relié à la tête de la chimère, donc qui permet, grâce à cette tige, de faire basculer, si je puis dire, la tête de la chimère. Il pouvait passer ses bras dans les pattes antérieures de la chimère, donc il pouvait apporter une certaine animation à ce monstre. En revanche, pour l'arrière, on peut supposer que la queue de dragon pouvait bouger, étant donné qu'elle devait être réalisée, comme on le faisait à l'époque, en osier, et donc ça pouvait être souple, et donc au moindre mouvement, cette queue du monstre pouvait s'agiter. Voilà, on peut supposer ça en voyant ce dessin. Et là, nous avons d'autres monstres, des dragons qui peuvent s'articuler. Et donc, on voit très nettement comment ils pouvaient à la fois donc, basculer d'avant en arrière. Et là, on voit même l'emplacement de sources lumineuses, car ces monstres, comme celui-ci du reste, paraissaient dans l'obscurité. Les scènes infernales avaient lieu dans l'obscurité. Il y avait tous les moyens nécessaires pour obscurcir la scène pendant les scènes infernales. Et comme ça, ce dragon qui pouvait progresser donc, sur la scène grâce à ce petit œil, pouvait également montrer un regard effrayant, puisque les yeux comme la gueule pouvaient être fortement illuminés. Et on imagine donc l'effet que pouvait produire ce monstre quand il ouvrait et fermait donc sa gueule menaçante. Ici, nous avons des dessins pour la salle du Palais Royal qui a été occupée par Lully et sa troupe après la mort de Molière. Lully a chassé, il faut le dire, la troupe de Molière et donc il a demandé à son collaborateur, Carlo Vigarani, de recréer tout un décor pour cette salle, notamment ces 3 rangées de loges qui sont occupées, donc on le voit, par un nombre public. Chaque loge pouvait accueillir environ 8 à 9 personnes. C'est exactement ce que nous relatent les contemporains. Alors là, la scène sur laquelle on a construit donc des loges qui étaient occupées donc, par une partie du public, un public très fortuné puisque ça coûtait très cher, au moins un louis d'or, je crois, pour occuper donc une place sur cette scène. Et on voit en bas un public entièrement composé de courtisans, en tout cas, un public uniquement masculin. Et on sait que les gentilshommes qui allaient sur la scène aimaient montrer leur juste au corps et, paraît-il, le courtisaient déjà les danseuses de l'opéra. Ici, donc, on voit que d'installer des spectateurs sur la scène a pu inspirer également des scénographes. Et là, on voit comment Bérin a pu donc avoir l'idée d'installer des véritables interprètes au premier plan, un couple de vieillards, si je puis dire, qui est donc costumé comme pendant la période du carnaval, alors que derrière, on a des spectateurs qui étaient vraisemblablement peints en trompe-l'œil dans le décor. C'est véritablement le spectacle dans le spectacle. Là, on va passer. Voilà un décor donc, pour un opéra de Lully. Il s'agit du dernier acte de Thésée.
Et c'est le décor qui a été créé pour la création de Thésée à Saint-Germain-en-Laye, donc en 1675, un an exactement avant donc les premières représentations d'Atis. Et là, on remarque donc une perspective extrêmement accentuée, inspirée de celle des scénographes florentins, les Parigi, perspective accentuée qui permettait donc de créer une impression de grandeur, de majesté, qui plaisait certainement à Louis XIV, mais qui obligeait les interprètes que nous voyons ici représentés à se tenir véritablement près de la rampe. Il est évident que les interprètes ne pouvaient pas se rendre plus au fond de la scène, car ils auraient paru évidemment démesurés par rapport aux éléments peints du décor. Donc c'est un dessin de l'atelier de Carlo Vigarani, l'associé de Bérain, justement pendant ces années où Atis a été créé. C'est ce travail d'exploration qui est si important, qui est de faire confiance à une œuvre depuis si longtemps oubliée, de se dire, tiens, et si par hasard, c'était un chef-d'œuvre, et si par hasard, ça valait la peine de sortir cette œuvre de l'oubli. Penser que tous les oublis ne sont pas mérités. Alors, on va souhaiter que cette dernière métamorphose d'Atis permette d'ouvrir ces portes, puisque Atis a été une pépinière depuis le début pour vous. On voit que dans l'orchestre, il y avait Marc Minkowski, Emmanuel Haïm, Christophe Rousset, Hervé Niquet, Hugo Rennes. On voit que tous ces jeunes musiciens, tous ces jeunes chanteurs, et dans les chœurs, et dans Michel Laplénie, absolument, Jérôme Corréas, absolument, Viette. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer, puisque c'est une recréation et pas une reprise? Qu'est-ce qui va changer en 2011 dans cet Atis pour la direction d'acteurs? Est-ce qu'il y aura là aussi une... Faire une mise en scène, c'est aussi, c'est souvent quelque chose comme inventer un jeu, au sens, un jeu de société. C'est-à-dire, voilà, on décide de faire des cartes, de dessiner des cartes, de leur donner une certaine valeur, et puis on définit des règles du jeu. Décor, costume, ça c'est le jeu. Ensuite, on joue les parties avec le jeu. Et ces parties, on les joue avec des personnes, des gens qui ont chacun leur... Donc c'est le même jeu, et c'est une autre partie. Mais... C'est quand même une mise en scène qui a vécu et qui vit une longue vie. Puisque ce spectacle, qui a été encore une fois un coup de tonnerre et qui a fait découvrir à beaucoup de spectateurs, à toute une génération en fait, Lully d'abord, Quinault ensuite, Atis aussi, et enfin ce qu'était un opéra politique à la cour de Louis XIV, qui était là pour célébrer le roi, en fait. Absolument. Et ce que nous avions lu dans des livres, dans des manuels, dans des récits historiques, dans Saint-Simon, dont vous vous inspirez si souvent, Jean-Marie, on l'a découvert sur le plateau. Et ça a été une révolution pour notre génération. Il faut en être vraiment conscient. Et d'ailleurs, l'aura de cette production d'Atis le dit bien. Mais cette production d'Atis... On est venu la voir de très loin. On est venu la voir des États-Unis, je crois. Et je crois même qu'à Versailles, il y a eu un spectateur qui est venu voir Atis, non, William Christie, exact. Et que ça a changé d'abord le sort d'Atis, mais aussi celui des arts florissants. Tout à fait. Versailles fut une expérience merveilleuse, puisque le théâtre est tout simplement splendide. Et de pouvoir faire cette œuvre dans un contexte versaillais, le théâtre date de la fin du règne de Louis XV, donc ça n'a rien à voir avec notre époque, mais peu importe. Je garde un bon souvenir du lieu. Évidemment, ces quelques soirées à Versailles étaient extrêmement mondaines.
le beau monde international était présent, y compris pas mal d'Américains. Et je crois qu'il y avait 2 Américains, M. Stickelberg et M. Frederick Cook, qui ont payé les frais de ce séjour versaillais d'Atis. Et présent dans la salle, il y avait, parmi d'autres Américains, un monsieur qui s'appelle Ronald Stanton, que j'ai eu le privilège de rencontrer 20 ans après. C'était, je crois, il y a 2 ans, 3 ans. C'est un homme fortuné qui connaît fort bien Paris, puisque il est à la tête d'une grande entreprise internationale, et il voulait me voir puisque il avait envie de parler Atis. Très bien. J'étais déjà averti par la BAM, puisqu'il s'est adressé à la BAM avant de me téléphoner. Et voilà, pendant un charmant déjeuner, bien arrosé, je me souviens, il me dit, vous savez, je voudrais revoir Atis avant que je meure. Et puisque ce n'est pas prévu, ben, écoutez, si je payais la production entièrement, est-ce que ce serait peut-être possible pour vous? Alors, je dis, peut-être. Peut-être. Ne vous gênez pas. Peut-être. Modestement. Mais j'ai dit, vous savez, c'est une production coûteuse. Je me souviens, j'ai dit en anglais, the stage is awash with costumes. N'est-ce pas, le plateau, mais vraiment, mais rempli, n'est-ce pas, de danseurs, de chanteurs, choristes, etc. Et voilà, un grand budget est nécessaire. Il me dit, ben voilà, je suis à la hauteur. Alors j'ai dit, mais pourquoi Atis? Et il me dit, parce que Atis a tout simplement changé ma vie. Je ne suis pas la même personne depuis 1987. Bon, très bien. Alors évidemment, j'ai demandé, mais comment est-ce que cette tragédie a pu effectivement avoir une si grande influence? Il me dit, bon, d'abord, je me suis divorcé de ma femme. Ah. Alors évidemment, j'ai demandé, mais comment? Il me dit, écoutez, c'est très simple, elle n'a pas aimé l'œuvre. La candeur était absolument remarquable. C'est trop joli. Ben voilà. Voilà. Alors, nous voici en 2011, cette recréation, car c'est plus qu'une reprise, va avoir lieu grâce à cet individu. Une mise en scène, par définition, c'est une chose éphémère. Et ça porte sa date. Hein. C'est le regard d'un temps sur un autre temps. Alors le regard d'un temps sur un autre temps, ça peut être une actualisation, mais sans actualiser au sens la question est comment un autre temps nous intéresse-t-il en tant qu'autre temps, en tant qu'un moment de l'histoire. Donc c'est à partir de là, quelle est notre raison de nous intéresser, enfin notre raison, c'est pas une raison, mais quel est le sentiment qui nous porte à nous intéresser à cet autre temps, si exotique à certains égards, mais qu'il ne s'agit évidemment pas de reconstituer, parce qu'une mise en scène, ça dure ce que durent les roses, alors que l'œuvre est durable. Donc il n'y a pas de mise en scène, comment dire, il n'y a pas de mise en scène vraie, juste, unique d'une œuvre. L'œuvre vit sa vie. Voilà, puis j'espère qu'Atis vivra sa vie longtemps, au-delà de nous, parce que ça en vaut la peine.